Alors, bonsoir. Je suis... non, Caroline, tu peux parler, donc c'est bon. Je suis Gwenola Blick, une bénévole d'Alumni for the Planet, et avec Caroline, à qui je vais passer la parole dans quelques instants, nous allons avoir le plaisir d'animer et de passer cette soirée avec vous pour vous démontrer. Alors, la démonstration, ce n'est pas nous qui allons la faire, mais c'est Frédéric Contin de l'AFD et Clément Tremblay de NJ qui vont vous démontrer qu'il est possible de faire vraiment bouger les choses au sein de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, pour qu'elles prennent en compte mieux ou tout court, si ce n'est pas le cas pour l'instant, qu'elles prennent en compte et qu'elles répondent dans ses actions au quotidien et dans ses stratégies, les enjeux environnementaux, climatiques, avec tous leurs impacts humains. Et donc, pendant cette soirée, nous allons alterner entre des moments où donc Clément et Frédéric vont vous partager leurs expériences respectives, des moments où vous allez travailler en sous-groupe, des moments où nous allons partager tous ensemble. Et puis, ensuite, nous aurons un long temps de questions-réponses pour Frédéric et Clément. Donc, nous vous invitons avec Caroline au fur et à mesure des témoignages de Frédéric et Clément, et puis au fur et à mesure de la session, si vous avez des idées, des questions qui vous viennent, de les partager dans le chat, puisque nous aurons un temps après les témoignages et après une partie de vos séances de travail en sous-groupe pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions. Cette soirée est placée sous le signe du ressentir à quel point il est possible et à quel point chacun d'entre nous avons cette capacité à vraiment être acteur du changement et faire évoluer les choses. Et donc, une consigne que nous vous proposons pour cette soirée, c'est le non-jugement. Le non-jugement, ça veut dire quoi? Eh bien, ne pas juger et ne pas préjuger, ne pas juger ou préjuger qu'il n'est pas possible de faire bouger les choses, ne pas avoir de jugement sur à la fois ce que vous allez entendre, sur les témoignages qui vont être partagés, sur les questions que vous allez vous-même vous poser ou sur vous-même et votre capacité à faire bouger les choses. Donc, pendant ce temps suspendu que nous allons passer ensemble, c'est aussi le moment de poser le jugement dans un coin et de profiter pleinement de cette soirée que nous allons passer ensemble. Sur le déroulé, je ne vous ai pas tout dit, c'est normal, nous vous gardons quelques surprises. Maintenant, vous avez l'essentiel de ce que nous voulions, enfin voilà, de ce qui va se passer, de la teneur et du contenu de ce soir. Caroline, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, juste qu'on est vraiment en l'ouverture d'esprit, ouvrez tous vos chakras, voilà, interagissez les uns avec les autres, ça va être très riche. Et puis en général, on en ressort avec beaucoup d'énergie. Donc, on espérera que ce sera la même chose pour vous ce soir. Caroline, je te propose de lancer cette soirée que nous allons passer. Eh bien, donc bonsoir à nouveau à tous. Donc, je vais poser des questions à nos deux témoins inspirants de ce soir, qui est Clément Tremblay d'Engie, qui va vous expliquer ce qu'il a lancé comme transformation finalement chez Engie, et Frédéric Contin, qui lui est de l'AFD et qui va aussi vous présenter son expérience. Clément, pour commencer, et puis ensuite suivi par Frédéric, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton déclencheur pour te lancer déjà dans ton entreprise? Du coup, Clément Tremblay, alors aujourd'hui, je travaille en tant que chef de projet à la direction RSE du groupe Engie. Mais au moment où j'ai lancé ce groupe de collaborateurs, je n'étais absolument pas dans la RSE, hein. Je travaillais en tant que consultant interne au sein d'un cabinet interne à Engie. Alors, l'élément déclencheur, il vient de deux axes. Enfin, le premier, c'est je suis rentré chez Engie au moment où le groupe a enclenché une transformation assez radicale vers plus d'énergie renouvelable, hein. Donc, Engie, c'est un des trois énergéticiens français avec EDF et Total. Et avec ce constat on voulait être le leader de la transition énergétique, en parlant toujours d'énergie renouvelable, un petit peu d'efficacité énergétique et jamais autour de la sobriété ou des comportements nécessaires à la transition énergétique et pour réussir la transition énergétique. Et voilà, et donc c'est en faisant ce constat qu'on parle que technologie et pas comportement humain,
J'en ai un peu parlé autour de moi et notamment avec un groupe de jeunes qui s'appelle YPN, donc des communautés. Il y a une communauté de jeunes, de 1000 jeunes. Et voyant ce constat partagé, eh ben, on s'est lancé sur cette question de la sobriété énergétique, qui a été le moteur de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et beaucoup d'énergie dépensée pendant 1 an et demi pour essayer de faire changer les choses chez Engie. Et Frédéric, Eh bien, peux-tu nous dire? Ouais. Alors, donc nous, à l'AFD, donc l'AFD rapidement, c'est l'Agence française de développement. Je pense pour un petit débrief rapide, c'est la banque de développement française, c'est-à-dire qu'en fait on prête et on donne de l'argent pour à peu près 80 pays dans le monde pour des projets divers et variés qui touchent à peu près tous les domaines de l'agriculture, l'éducation, la gouvernance, l'énergie, les transports, l'urbanisme, l'assainissement et choses comme ça. Donc au sein de notre entreprise, nous on travaille depuis le début avec l'accord de Paris. Donc nous on a pour objectif de ne financer que des projets qui ont au minimum un impact neutre sur le climat, voire obligatoirement des impacts positifs, pour justement promouvoir cette image de la France dans les pays en développement et les pays émergents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout nous vient d'une sorte de petit hiatus qu'on avait en interne, où on sentait que nous, au siège, en interne ou dans les agences, on n'avait pas cette même exigence qu'on avait vis-à-vis de nos propres contreparties. C'est-à-dire que tout est arrivé très simplement avec une mailing list de cyclistes, où on s'est aperçu que toutes les personnes qui arrivaient à vélo à l'AFD, nous n'avait pas le droit à cette prime de mobilité qu'avaient ceux qui arrivaient en transport en commun, où on avait un remboursement des frais de transport, ou ceux qui arrivaient en voiture. Donc on estimait que nous participions bien plus avant justement à l'équilibre carbone de l'AFD. Et donc progressivement, autour de cette liste, de mailing list, on s'est un peu regroupé et on a fait un petit peu entendre nos voix avec des personnes venant de tout horizon. Et on a créé le GAC, donc le groupe Action Climat, pour essayer de porter cette voix vis-à-vis de la RSE au sein de l'AFD et d'essayer de faire évoluer les choses. Donc ça a commencé comme ça et ça a été progressivement différentes petites initiatives qui se sont structurées les unes après les autres autour de petits groupes de travail avec des personnes plus ou moins en fonction du temps disponible, en fonction des appétences et des compétences de chacun. Et ça fait maintenant 2 ans et on avance progressivement. On est plutôt content maintenant de voir que on commence à faire un petit peu partie du paysage au sein de l'AFD et que notre voix commence à être un peu entendue puisque nous ne sommes ni un syndicat ni une association, juste un groupement de salariés qui s'exprimons et qui essayons de faire porter notre voix à travers le réseau interne, à travers différentes mailing lists, à travers parfois des affichages ou des petites actions, des petites conférences qu'on organise en interne. Voilà, en gros. Alors justement, c'est une très bonne transition avec la deuxième question qui est justement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, chacun dans vos initiatives en tant que collectif, à quel point vous avez avancé et fait avancer votre entreprise. Donc Frédéric, si tu peux commencer. Oui. Donc, nous, ce qui a été très intéressant et très valorisant, en fait, au sein de notre groupe, c'est qu'effectivement, on a interpellé plusieurs fois sur différents sujets la direction, sur des sujets aussi variés que la restauration en entreprise, puisque au cours du renouvellement du contrat de la restauration, on s'est posé des questions, on voulait avoir plus de bio, plus de local, on voulait avoir des repas plus végétariens, des choses comme ça pour justement diminuer l'impact carbone. On a demandé aussi à avoir des informations concernant l'investissement, puisqu'en fait, pour que nous puissions investir les primes d'intéressement dans des fonds solidaires et des choses comme ça. Et progressivement, ce qu'on a vu apparaître, sans qu'il y ait une réelle réponse automatique à nos propres besoins, à nos propres questions, on a vu dans le cadre du projet d'entreprise qui a été lancé il y a tout juste 1 an au sein de l'AFD, donc mené par la direction, qui porte sur différents programmes avec des choses très, très basiques, stratégiques en interne, la dématérialisation, de l'optimisation de nos process et des choses comme ça. On a vu apparaître un programme qui s'appelle le programme Cohérence. Et ce programme Cohérence, justement, répond peu ou prou
en fait à nos attentes et ça permet aux différentes personnes du GAC, du groupe Action Climat, de se promouvoir et on se met tous un peu en avant pour participer au maximum aux différents ateliers, pour essayer de pousser nos idées en avant et entre autres, par exemple, sur là, la mise en place actuellement d'un outil carbone qui va essayer de mesurer la production, les émissions de carbone de chaque salarié de l'AFD, puisque comme vous l'imaginez, comme nous travaillons dans l'ensemble des pays, des contreparties, donc dans plus de 80 pays du monde, on a des chefs de projet qui sont là pour évaluer les projets et qui ont besoin de se déplacer partout en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et ça a un coût assez énorme. Donc, on a pu comme ça déterminer qu'on avait, rien qu'en interne, rien que d'un point de vue professionnel, chaque salarié de l'AFD émet en moyenne 16 tonnes de CO2 par an. Donc, ce qui est bien évidemment largement trop par rapport aux objectifs si on souhaite rester à 1,5 ou 2 degrés au niveau du réchauffement climatique. Et donc, en interpellant la direction, juste via cet affichage-là, en faisant des cafés carbone pour aider chacun à calculer son empreinte personnelle, on a vu que la direction, sans répondre réellement à nos attentes, justement, mettait en place ce programme cohérence et va permettre, donc à travers la mise en place d'un outil de calcul carbone, va permettre à chaque manager d'estimer l'impact de ses équipes pour potentiellement, c'est ce qu'on espère, pouvoir s'engager au fur et à mesure dans les années prochaines à baisser son empreinte carbone. On a vu aussi, donc pour reprendre ce que je disais sur le contrat avec la restauration en interne, on a vu une vraie implication aussi, parce que tout un système avec, j'imagine que c'est peu ou prou la même chose dans vos différentes entreprises, la restauration est gérée par les CSE, donc principalement par les syndicats, qui n'étaient pas forcément à cette époque-là vraiment à l'écoute de nos attentes. Et on a vu la direction qui a pris le sujet un petit peu plus à bras de corps et qui a fait un peu plus pression pour modifier le cahier des charges. Bon, on n'est pas encore parfaitement satisfait des résultats, mais on a vu vraiment justement les choses peu ou prou bouger. On ne peut pas dire qu'on soit réellement les moteurs, ce n'est pas nous qui avons réellement mis les choses en place, mais on sent que cette écoute progressivement progresse et que justement on sent que la direction nous avance dans le bon sens, même si effectivement on est un petit peu cet aiguillon qui en permanence pousse pour aller plus loin. Pour avoir une meilleure communication, une meilleure prise en compte de ces attentes-là. Voilà, c'est principalement là où on en est. On a maintenant tout un ensemble de projets pour avancer, de domaines. Donc, comme je vous disais, on souhaite évidemment, comme d'autres entreprises maintenant, mettre en place la fresque du climat au sein de l'AFD, essayer de la promouvoir, parce que même si au sein de l'AFD, on a pas mal de personnes qui sont très au fait de l'impact du changement climatique, de tout ce qui est impact aussi bien environnemental et social que sur l'environnement, on veut mettre à disposition à tout un chacun ses connaissances avec d'une méthode qui est maintenant reconnue par tous, vraiment extérieure. On souhaite aussi augmenter pousser un peu plus vers du Green IT, même si on ne sait pas exactement où aller, comment y aller, mais on pousse, on crée des petits groupes de travail, où on va essayer d'émettre des idées, on va essayer de rencontrer des managers qui peuvent être en charge. Après, advienne que pourra, on va voir ce qui va se passer et on espère que les différentes personnes en charge vont se prendre en main et vont suivre ensuite et pousser ces chantiers. Nous, on est juste là pour émettre des idées et éventuellement, si nécessaire, leur fournir notre force de travail en temps, en magic time, comme disent certains, s'ils le souhaitent, pour les aider et mettre nos connaissances et nos compétences à disposition. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup. Et toi, Clément, où en es-tu et où en est NJ? Ouais. Je vais peut-être reprendre un peu l'historique. Donc, au moment où on est quelques-uns à se lancer pour parler de la sobriété énergétique, donc comment on change les comportements pour réussir la transition, les comportements et les modes de vie. On est en juillet 2018, donc c'était il y a 3 ans en fait, quasiment maintenant. On commence par, alors un peu différemment de Frédéric, on commence d'abord par faire une étude sur, un papier, une prise de position sur pourquoi la sobriété est nécessaire pour réussir la transition.
on voit vite le côté politique du sujet, parce que derrière, ce qu'on dit, c'est qu'il faut moins consommer pour réussir à réussir la transition. Donc, pour une boîte du CAC 40 capitaliste, c'est toujours un peu compliqué, ces sujets. Donc, on commence vraiment à 6 à travailler sur une position paper, oui, c'est ça, sur pourquoi la sobriété est vraiment importante pour Engie. Et on émet des grandes recommandations sous 3 formes. Engager les collaborateurs sur le sujet, les faire former et enclencher des communautés autour de ce sujet-là. La deuxième, c'est engager des actions pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc là, c'est beaucoup ce que disait Frédéric sur comment on change les habitudes alimentaires, de transport, comment on réduit la clim en été, le chauffage en hiver, comment autour de la communication ou de l'IT, on peut améliorer l'intégration des sujets de sobriété. Et le troisième, qui est l'intégration de la sobriété dans le business model. Et l'objectif final était de réunir ces 3 éléments-là pour qu'ensuite, demain, Engie puisse porter et être le seul énergéticien en France, voire au monde, à porter ce sujet de la sobriété et de dire qu'il faut moins consommer pour réussir la transition. Donc ça, c'était la grande vision. Ça nous a pris 3-4 mois pour avoir ce projet, ce premier document qui dépolitise le sujet, et qui le rend sur des sujets beaucoup plus physiques, et avec ces grandes recommandations qu'on réussit à présenter à 2 membres du COMEX. C'est bien. Le troisième point, c'était intégration de la sobriété dans le business model. Dans les offres qu'on fait auprès de nos clients, comment on peut leur vendre de la sobriété en plus de l'efficacité et du renouvelable. J'explique un tout petit peu juste après en quoi ça consiste, ce point-là. Donc, on arrive du coup en janvier, on présente ça aux membres du COMEX. On sent un intérêt assez important du sujet, mais on sent aussi qu'ils ne vont pas non plus aller très loin pour nous. Donc, en fait, on décide d'y aller nous-mêmes et de continuer à porter ce sujet de la sobriété dans le groupe. Et ces 3 axes de recommandation qu'on fait, on les porte nous-mêmes. Donc, on est début janvier et on travaille en fait sur 2 axes en fait. Donc, un axe. Donc, l'axe 1 qui était l'engagement des collaborateurs, donc du coup, je réponds à la question aussi. On commence à construire une communauté. Donc, on a Yammer, ça s'appelle Yammer chez Engie, mais je pense que, au moins dans tous les grands groupes du CAC 40, il y a un peu un équivalent. C'est une sorte de Facebook interne où on peut se réunir entre communautés. Et on profite en fait de tous les outils Internet pour rassembler une communauté. Et on passe donc de 6 personnes qui travaillent sur un document à 700 personnes en 3 mois. Donc, on profite de toutes les communautés. On met un petit mot en disant, si vous voulez, il y a cette communauté qui se crée, c'est super cool. Et on devient très, très vite une des communautés les plus actives du groupe. Et en fait, notre ambition, c'est de créer cette communauté pour, déjà, rassembler les gens qui pensent de la même façon que nous, leur donner les outils pour pouvoir sensibiliser autour d'eux. Donc, on construit les outils de sensibilisation et de formation sur ce sujet de la sobriété. Ça passe notamment par des bilans carbone personnels. Et surtout, en fait, et c'est en lien avec notre axe 2 et 3, donc on passe de 6 à 20 déjà en construisant cette communauté. Donc, nous, groupe actif, on va produire des recommandations beaucoup plus précises sur le fonctionnement de l'entreprise et sur comment changer le business model d'Engie pour ensuite le proposer à cette communauté de 700 personnes qui peuvent ensuite le déployer dans toutes les filiales du groupe parce qu'ils sont partout dans le groupe. Donc, je m'explique par exemple sur la partie fonctionnement de l'entreprise. On a travaillé, par exemple, avec la DRH sur la modification de la politique de transport professionnel, en y ajoutant notamment le vélo qui est interdit jusqu'à là, et en augmentant, en réduisant la possibilité d'utiliser l'avion. Et en fait, ces 2 éléments-là ont été intégrés dans la politique voyage groupe. Et dès que ça a été intégré, on a profité pour dire dans toute la communauté des 700 personnes, voici ce que le siège a dit. Maintenant, utilisez vos réseaux locaux pour le déployer dans toutes les filiales et aller beaucoup plus vite comme ça à descendre dans le groupe. Et donc, à 20, on travaille vraiment avec le siège sur effectivement la restauration. Pareil, on a fait des plats végétariens et sans viande. Alors, on y allait doucement. On a fait un par trimestre. Le politique voyage, c'est un autre exemple. On a travaillé aussi en étant en lien assez étroit avec les gens qui gèrent les bâtiments. Donc, on avait testé une réduction de 2 à 3 degrés de la clim en été. Donc, on avait travaillé beaucoup sur cet événement-là et pour accompagner les collaborateurs. Donc, ça, c'est sur le fonctionnement. Et puis, sur la partie business model qui a pris, pour le coup, beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup moins transposable à 2 entreprises. Là, c'est très spécifique à Engie.
on a construit avec les différents directeurs de département et les différents segments de marché comment on peut intégrer la sobriété dans le business model d'Engie. Et je prends un exemple, par exemple, Engie développe des réseaux de chaleur en France et dans le monde. Et au lieu de vendre de la consommation du mégawattheure de chaleur, c'est comment on peut aller sur le client final, travailler sur son ressenti de la chaleur et le pousser à construire des business models autour du service autour de la chaleur plutôt que de la consommation pure de chaleur. Et en sortant de cette logique de consommation vers les services, on peut intégrer ces notions de sobriété et d'efficacité d'ailleurs. Et c'est vraiment ce travail-là qu'on a fait en lien avec, et là on a eu de la chance, la stratégie du groupe qui voulait aller de moins en moins vers une consommation d'électricité et de gaz et beaucoup plus vers les services à l'énergie avec des offres intégrées. Et donc l'objectif c'était, on va voir une ville et on va lui proposer tous les services. Et dans ce cadre-là, en fait, la sobriété rentre très bien. Donc, en fait, on a eu cette chance, 2 mois après qu'on a commencé à construire cette communauté, d'avoir une stratégie qui était quand même très alignée avec ce qu'on proposait et que du coup, on a pu largement s'intégrer dans cette stratégie-là. Voilà, je pense que ça fait plus de 5 minutes, mais du coup, peut-être au moins pour finir aussi, c'est… donc ça, c'était il y a 3 ans. Pendant 1 an et demi, on a été quand même très actifs. Donc, on a construit cette communauté. On a parlé avec quasiment un tiers du top 50 d'Engie. Ensuite, on a présenté devant toute l'assemblée du Engie 50 pour pousser et continuer à sensibiliser un maximum de gens. Et le groupe a changé de direction il y a 1 an et demi maintenant, et s'éloigne beaucoup de tout ce qui est service à l'énergie et revient sur des sujets beaucoup de production d'énergie. Et donc, voilà, c'est aussi le jeu, c'est qu'on met beaucoup de temps gratuit pour le groupe parce que c'est le soir et le week-end. Et un gros changement de stratégie peut réduire très fortement les ambitions d'un tel groupe. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est, en fait, il n'y a plus vraiment sens de continuer à travailler sur ce sujet de sobriété, sachant qu'on repart sur la production d'énergie renouvelable, de gaz vert. Et donc, ils sont vraiment plus intéressés par les services. Donc, voilà. C'est quand même le bémol de la fin. Oui, la vie de l'entreprise. Quel serait pour toi le ou les 2 points clés de stratégie de réussite pour comme ça monter et déployer un collectif qui obtient une écoute interne? Plusieurs. Une chose sur laquelle il y a plusieurs choses sur lesquelles qui ont été très importantes dans la construction du projet et qui, je pense, ont vraiment très bien marché. La première, c'est ce que je propose, ce que je montrais au début, qui est de travailler avec les responsables de chaque politique, par exemple. Donc là, avec une approche très top-down, on va aller voir les grands chefs et ceux avec qui qui sont intéressés par le sujet, vraiment construire des choses avec eux dans une démarche de co-construction. Et une fois qu'on a enclenché des choses au niveau du siège, on poussait les sujets au niveau des communautés qui, eux, pouvaient vraiment ensuite le déployer beaucoup plus vite qu'une simple hiérarchie classique dans toutes les filiales du groupe. Et donc, travailler à la fois sur des sujets top-down et bottom-up ont été vraiment, ça a très, très bien marché. Et après, en termes peut-être d'organisation interne, on est tous employés d'Engie, mais on faisait tous ce travail sur notre temps libre. Et du coup, ça a été très important de toujours essayer de matcher quelles étaient les vraies priorités du groupe de travail, où est-ce qu'on aurait le plus d'impact possible, et les intérêts de chacun. Et parfois, voilà, il fallait sacrifier quelques éléments très importants pour avoir le plus d'impact possible, mais les gens derrière étaient prêts à le faire aussi. Donc, c'est toujours être flexible et agile par rapport à ce que les collaborateurs dans le groupe de travail sont prêts à faire et les priorités du moment. Voilà, et puis il y en a d'autres, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. D'accord, merci. Merci Clément. Frédéric, de ton côté, quels seraient les points clés de réussite? Pour répondre à ce que disait Clément sur les problèmes de disponibilité, c'est là où on a réussi en fait à s'en tirer pour l'instant pas si mal. Pour nous, un des points clés qu'on a identifié avec les différentes personnes, c'est le fait qu'on ait une sorte de présidence tournante. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on est ni une association, ni un syndicat, ni une division, ni quoi que ce soit. On est juste des salariés qui se regroupent un petit peu tous ensemble. Et pour éviter la démotivation, l'usure, ce qu'on a institué, c'est il y a 2 coordinateurs qui essaient d'animer le GAC pour une durée de 6 mois.
et ces coordinateurs changent. Donc, très régulièrement, tous les 6 mois, pour l'instant, on a toujours eu 2 candidates qui nous ont permis de reprendre le flambeau. Et ça permet comme ça à chacun de s'investir un peu plus sur une période donnée, de s'identifier, mais pas forcément aussi de ne pas stigmatiser et de ne pas avoir, parce qu'en fait, comme on a parfois des relations un petit peu conflictuelles, faut admettre qu'avec la direction ou avec les syndicats, on a eu parfois des frictions parce qu'on demandait à avoir accès à certaines informations qui étaient parfois susceptibles d'être un petit peu que les différents responsables ne voulaient pas nous communiquer. Il faut admettre que même si je dis tout à l'heure qu'on a maintenant un retour plutôt positif de notre direction, ça n'a pas toujours été le cas et c'est parfois un petit peu problématique. Donc pour éviter d'avoir une personne qui soit le porte-parole du GAC à long terme, et en fait on a 2 personnes qui tous les 6 mois changent et donc justement vont apporter pardon, leur énergie, vont apporter leurs compétences, vont apporter du sang neuf et vont potentiellement ramener d'autres projets, d'autres actions. On essaie de travailler vraiment d'une manière très transversale. On a mis, par exemple, j'y pense maintenant, il y a eu certaines personnes qui se sont impliquées, elles ont créé une AMAP. Donc, c'est l'AMAP qui a été créée au sein de l'AFD, a été portée initialement par des personnes du GAC. Donc, maintenant, cette AMAP vit complètement indépendamment, mais voilà, c'est des petits projets comme ça qui fait que on profite à chaque fois de l'énergie justement que chacun a, du temps qu'on peut chacun réussir à débloquer, progressivement comme ça, on se redonne envie les uns les autres. On fait aussi partie avec Clément du collectif des collectifs, les collectifs qui regroupent justement l'ensemble de ces petites, de ces collectifs issus de différentes entreprises, où on essaie aussi de partager entre nous des best practices. Et ben justement, là, on va avoir des personnes qui vont s'impliquer plus dans les collectifs, des personnes qui vont s'impliquer plus dans le GAC, et on va faire circuler l'information, on va faire circuler les envies, les énergies, et comme ça, à chaque fois, on aura toujours quelqu'un qui sera un peu moteur, qui va réussir à redonner l'envie, qui va redonner la bonne idée, qui va réagir à chaque fois qu'on a eu en fait une petite problématique. Eh bien, on a fait un appel au sein de notre communauté à qui voudrait s'en charger. Et là, on a eu à chaque fois 1 ou 2 ou 5 personnes qui se sont manifestées, qui ont pris le sujet à bras le corps et qui ont progressivement poussé des solutions. Et ensuite, c'est grâce à tout cet ensemble, parce qu'en fait, on est à peu près sur La Ruche. Donc, La Ruche, c'est notre réseau social interne. Sur La Ruche, on est à peu près, maintenant, on doit être 350 personnes sur une boîte qui compte à peu près 3500 personnes. Donc, c'est quand même, on est à peu près à 10%. Donc, c'est pas mal. Évidemment, tout le monde n'est pas actif. On tourne sur un noyau dur d'une petite dizaine, mais justement, on avance comme ça progressivement. On sent les motivations. Si quelqu'un se met en retrait pour des raisons professionnelles ou personnelles, il n'est pas stigmatisé. Quand il va revenir, il va être accueilli. Il y a cette envie de continuer justement où on sait que, par définition, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas d'objectif précis, chiffré, qu'on se donne à chaque fois du temps, chacun il vient avec bon cœur, avec envie et finit vraiment par faire bouger les choses. Donc je pense que c'est vraiment notre facteur clé de succès, je dirais, c'est justement ce côté un petit peu informe, mais qui bénéficie de l'énergie de tous. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, quels grands enseignements tu tirerais de la démarche que tu as entreprise à titre personnel et ou au titre du collectif finalement? Ça. C'est-à-dire que c'est voilà, ça. c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait s'apercevoir que quel que soit le réseau, quel que soit le niveau de connaissance qu'on a initialement, enfin moi à la base je travaille actuellement à l'assistance maîtrise d'ouvrage de la direction des opérations, mais pour la DSI, moi je suis informaticien, j'ai aucune connaissance, compétence spécifique issue de formation qui soit d'une manière quelconque relative au climat ou à l'environnement. Je me forme sur le tas, je me forme grâce justement à mes collègues on a des vrais experts, on a des personnes qui participent
à tous les grands sommets et des choses comme ça. On a des personnes qui vraiment s'impliquent énormément au sujet stratégie internationale et des choses comme ça. Ben, chacun, avec ses connaissances, avec juste son envie, on arrive et on vient comme ça et on a cette bienveillance et ce qui fait que on apprend vraiment à oser. Ça, c'est vraiment ça que j'ai pu ressentir qu'évidemment, hein, je suis absolument pas légitime pour parler de tout ce que le GAC a pu faire, mais eh ben, on ose, on voit, on prend les exemples des uns des autres et on ose se lancer. Et c'est ce qu'on a vraiment à chaque fois, les différents euh, coordonnateurs qu'on a vus, qu'on a eu au sein et qu'on aura au sein du GAC, sont des personnes qui ne cherchent pas forcément à se mettre en avant, mais cherchent justement à donner sens à leur implication, à donner sens à leur envie d'un mieux, de résoudre un petit peu ce que je dis souvent cette dissonance cognitive qu'on a au sein de notre travail, parce que beaucoup, on travaille toujours pour améliorer, pour avoir les meilleurs projets dans les pays d'intervention, pour que ils aient le meilleur je sais pas, bus de transport le plus propre possible. Et comme ça, on va pouvoir aussi, nous, de notre côté, au sein du siège, ben, apporter notre petite pierre et justement réussir à avoir une action neutre en carbone le plus longtemps possible. C'est-à-dire que voilà, c'est discuter autour de la machine à café qui donne des touillettes et des gobelets en plastique, justement de la réduction d'impact au Brésil ou au Cambodge, bah, c'est toujours assez problématique. Donc voilà, comme ça, on va pouvoir nous réussir à avoir mieux se sentir dans notre propre travail. Et donc vraiment ce que je retiens et ce qui est très clair, c'est ça, c'est cette capacité qu'on a tous à devenir, à un moment ou à un autre, le moteur, sans même s'en apercevoir, le moteur d'un ensemble, et que même ne serait-ce que d'avancer d'un pas, ben, sans même faire un gros effort, on s'aperçoit qu'on va entraîner derrière soi plus de monde, qu'on va pousser les gens à agir, et ensuite, ben, les pas d'après, on va se reposer, on va se laisser traîner par les autres et on va les soutenir, on va faire ce qu'on va pouvoir, justement parce qu'à ce moment-là, on a peut-être moins d'énergie, moins de temps, mais progressivement, quand on voit le chemin parcouru, ben, on peut être fier. Donc, c'est vraiment mon principal enseignement et ce qui me pousse à continuer, justement. Ben, bravo. Et toi, Clément, quels seraient les grands enseignements à titre personnel et Je ou professionnel? rejoins complètement ce que vient de dire Frédéric. Un de mes enseignements, c'est alors, il se trouve que j'ai lancé, enfin, j'ai commencé à lancer ce sujet de la sobriété. Et au moment où j'ai lancé, bah, j'étais tout seul. Mais sans la communauté qui s'est construite autour et sans le groupe de collaborateurs qui s'est construit autour, jamais ça aurait fait des vagues aussi importantes au sein d'Engie. Et vraiment, c'est ensemble, on va plus loin. C'est typiquement sur des projets comme ça, plutôt bénévoles, à essayer de faire changer l'entreprise. Ça ne passe que par un groupe de collaborateurs motivés et qui veulent en faire changer les choses, qui ensuite vont faire des petits partout. Et c'est voilà. Et c'est ensemble, on va loin. C'est vraiment un point que je retiens et qui est probablement le plus important. Sachant en plus que les gens qui viennent, enfin, qui sont intéressés qui veulent un peu changer, aller faire pousser les choses, bouger les lignes, c'est souvent les gens les plus moteurs dans ces entreprises-là. En tout cas, chez Engie, ça a clairement été le cas. C'est ceux qui ont le plus de réseaux, c'est ceux qui ont le plus de connexions. Et finalement, c'est avec eux qu'on bouge le plus aussi. Et c'est entre nous qu'on se motive. Et c'est comme ça qu'on a continué à construire le groupe sur un an et demi. Et peut-être un autre élément aussi qui était important pour moi, c'était en fait, il y a toujours des alliés dans le groupe. Même, donc, il y a ce fameux groupe initial de 6 et puis 20 personnes qui ont vraiment fait avancer les choses. Et à côté, il y a beaucoup d'alliés. Alors, il y a des gens qui veulent pas entendre parler de nous, qui se méfient de nous, qui sont pas contents qu'on soit là. Donc, eux, on les laissé gentiment de côté. Et puis, le groupe, il y a 160 000 personnes. Donc, on avait suffisamment de gens à convaincre pour les laisser de côté. Et puis, il y a aussi beaucoup d'alliés, beaucoup de gens qui veulent faire changer les choses, qui veulent donner leur aide parce qu'ils sont chefs de quelque chose ou quoi que ce soit. Et en fait, ils viennent spontanément vers nous pour nous dire, typiquement, la politique voyage,
on l'avait présenté au DRH du groupe. Et puis, voilà, 6 semaines plus tard, on a le responsable de la politique voyage qui nous contacte en disant on la réactualise. Est-ce que vous voudriez nous aider à la réactualiser? Et donc, voilà, il y a vraiment des alliés partout et il faut oser, comme disait aussi Frédéric. Ça a été compliqué pour moi d'oser au début, surtout à des niveaux N-1 de COMEX, puis DG. Et à chaque étape, c'est un stress à chaque fois plus important. Mais au final, ça reste des gens humains, en fait. Après, on apprend un peu les tactiques. Donc, les tactiques, c'est toujours passer par le directeur de cabinet de ces gens-là qui vont souvent, ils ont plutôt 30 ans, ils sont assez motivés pour aussi faire changer les choses et ils savent par quels mots utiliser pour faire plaisir aux COMEX. Et donc, voilà, toutes les stratégies ensuite de persuasion. Mais voilà, il faut oser et finalement, ça passe super bien, quoi. Et c'est une belle expérience. Trouver des alliés, on retiendra ça, ouais. et oser. Et c'est très bien parce que justement, c'est un des points clés de notre action chez Alumni for the Planet. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans la conversation. On les reprendra à la fin, on les synthétisera à la fin de cette soirée parce que vous allez voir que peut-être avec ce que vous allez faire par la suite, ces questions vont s'alimenter aussi. Donc, Gwenola, je te laisse reprendre la parole pour moi, la suite. je propose à tous ceux qui le peuvent d'allumer leur micro pour que nous puissions applaudir Clément et Frédéric de tout ce qu'ils ont fait, impulsé, contribué à créer, parce que c'est bravo à vous. Donc, quand même. Bravo Clément. Et quand, donc encore une fois, un grand bravo à vous. Et comme vous l'avez dit, chacun avec vos mots, avec votre expérience personnelle, ça part toujours d'une personne. Et moi, quand nous avons travaillé sur la conception de ce webinaire et de ce temps ensemble, j'ai eu très envie de vous partager un des repères du leader. Je suis au quotidien, dans ma vie professionnelle, je suis consultante en leadership éthique et j'ai eu envie de vous partager un repère qui va vous permettre de voir à quel point nous avons tous effectivement cette capacité-là. Ce point jaune là qui vient d'apparaître sur mon écran et donc sur le vôtre aussi, symbolise quelqu'un. Moi, vous, Clément, Frédéric, il y a 2 ans, 3 ans, avant qu'ils ne commencent respectivement leur démarche. Et en fait, nous avons tous, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous avons tous un potentiel qui est absolument énorme et dont nous n'avons absolument pas conscience. Alors, je vais juste prendre un exemple que j'aime beaucoup parce que je le trouve très parlant, pour vous dire à quel point nous avons cette capacité-là sans en avoir conscience. Est-ce que vous savez combien d'essais nous avons fait avant de réussir à marcher? Alors, Caroline, Clément, vous l'avez déjà entendu, vous n'avez pas le droit de répondre. Mais pour les autres, est-ce que vous savez? Et moi, je vais remettre le chat pour vous voir. Ou n'hésitez pas à allumer vos micros. Est-ce que vous savez combien d'essais nous avons fait respectivement, nous tous? 1500, nous dit Geneviève. Nous avons fait pas loin du tout, entre 2 à 3000 essais, chacun d'entre nous, avant de réussir à marcher. Ça veut dire que nous avons essayé 2000 fois en moyenne, de manière différente, pour nous mettre debout et réussir à poser un pas, un pied puis un autre, et nous sommes accrochés dans un sens, dans un autre, nous sommes tombés et nous avions très envie. C'est un mot qui est beaucoup revenu dans ton témoignage, Frédéric, le mot envie. Et du coup, je vous partage. Avoir envie, quand on l'écrit différemment, c'est être en vie. Et c'est exactement ça dont il s'agit en fait. Nous avions envie de marcher et nous nous sommes donné les moyens de le faire. Et cette capacité-là, bien que nous n'en ayons pas conscience, parce que qui se souvient que nous avons fait 2000 essais? Qui se souvient du nombre de milliers ou peut-être de centaines de milliers d'essais avant de réussir à à parler, ensuite à tenir un crayon, à compter? C'est absolument incroyable et fabuleux. Et nous avons tous oublié que nous avions cette capacité-là. Et aujourd'hui, dans la manière dont nous fonctionnons, nous fonctionnons. Il faut que je remette. Nous fonctionnons comme ça, avec cette flèche qui vient d'apparaître, avec toutes les qualités dont nous avons conscience, et puis tous nos défauts aussi, tous nos manques, avec tous
toutes nos croyances sur nous et sur les autres, tous les jugements. Je vous ai parlé tout à l'heure du non-jugement pendant ce temps entre nous, donc peut-être avec le préjugé que nous ne pouvons pas faire bouger les choses. Voilà. Nous fonctionnons tous avec ce que nous, voilà, qui nous sommes jusqu'à présent. Et puis, nous avons tous aussi la capacité de prendre conscience de quelque chose et d'évoluer. Donc, par exemple, de prendre conscience qu'en fait, il est possible de faire changer une organisation. Il est possible d'en parler autour de soi pour créer un groupe et faire progressivement évoluer jusqu'à la stratégie pour aller vers cette mise en cohérence et cet alignement. Tu as parlé tout à l'heure, Frédéric, de dissonance cognitive, c'est le désalignement entre je fais quelque chose. Alors en général, l'AFD, c'est assez particulier. Enfin, c'est plutôt le cas inverse de celui que Clément nous a partagé. En général, c'est qu'est-ce qui se passe? Nous faisons des changements dans notre vie personnelle et nous travaillons 5 jours par semaine dans une direction qui va à l'envers, dans une autre direction. Et donc, voilà, ça part dans un sens et dans l'autre. Et donc, nous pouvons tous, à chaque instant, décider que nous allons oser, essayer, en parler autour de nous, par exemple. Lâcher une peur, lâcher un préjugé sur moi et ma capacité à pouvoir parler, lâcher un préjugé sur la capacité des autres à entendre et à être intéressés, à avoir envie, eux aussi, de la même chose que moi. Et donc, là, cet espace que vous voyez là, entre les deux flèches, c'est l'espace de notre savoir-être. Mon savoir-être, c'est quoi? C'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je pense, c'est tout ce que je ressens, c'est tout ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. J'accepte de continuer à travailler dans une direction alors qu'au fond, j'ai envie d'aller dans une autre ou pas. J'accepte de ne rien dire ou, au contraire, je parle. C'est notre manière d'être, c'est notre façon d'être. Et là, cette personne-là, dans son savoir-être, elle change un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Elle décide d'oser et de commencer à parler autour d'elle de son envie de faire évoluer les choses ou de faire accélérer l'évolution de son organisation. Si je prolonge les flèches là, qui sont là, ça crée un nouvel espace. Et cet espace, c'est l'espace de notre savoir-faire. Pourquoi? Parce que, je vois que le chat s'allume, je regarde en parallèle. Si je vois que dans cet espace du savoir-faire, si dans mon savoir-être, je décide de lâcher cette peur et de commencer à parler de mon envie, par exemple, de parler de sobriété énergétique chez Engie. Est-ce que ça va avoir un impact sur ma façon de communiquer avec les autres? Ben oui. Déjà, je vais leur en parler, alors qu'avant, je ne leur en aurais pas parlé. Puis en plus, je vais leur parler de ça qui me tient à cœur. Est-ce que ça va avoir un impact sur la façon dont je vais organiser une réunion de travail pour savoir comment on pourrait se mettre en mouvement dans mon organisation? Ben oui, j'ose, je dépasse ma peur. Donc oui, bien sûr, ça va avoir un impact. Est-ce que ça va avoir un impact sur ma vision des choses? Ben oui, puisque avant, j'y allais pas. Maintenant, j'y vais. Donc forcément, je vois plus de choses. J'ai plus d'échanges avec les autres. J'ai plus de retours de la part des autres. Donc ma vision de l'entreprise ou l'organisation dans laquelle je suis, elle évolue, elle change. Et ça va aussi avoir un impact sur les décisions, en fait, que je vais prendre, sur les choix que je vais faire. Donc, le fait d'évoluer ici, de lâcher, d'oser, de commencer à parler autour de moi, va avoir un impact sur la totalité de mes savoir-faire. Et puis, pas que ça, et c'est ce que vous avez mentionné tous les deux, ça va créer ça aussi. Ça, c'est quoi? C'est que quand j'en parle à quelqu'un, cette personne, elle peut, elle aussi, d'un seul coup, se mettre à en parler, aller en parler à d'autres personnes, proposer des idées pour changer des choses, parce qu'elle a vu plein de choses que vous n'aviez pas forcément vues. Elle a plein d'idées, elle a plein de choses à proposer. Donc, ça fait ça sur 1, 2, 3 personnes. Toutes les personnes, en fait, avec lesquelles je collabore et avec lesquelles j'échange sur ce sujet.
Donc là, déjà, l'impact, il commence à être important. Et puis, si on continue les flèches, là, cet espace qui vient de se créer, c'est l'espace des situations concrètes, nouvelles, qui sont créées. Ça veut dire quoi? Des groupes de travail qui se sont créés, alors avec des noms différents dans chacune de vos deux organisations, mais à chaque fois, un groupe de travail qui se crée. À l'intérieur de ce groupe de travail, des sous-groupes, parce que chacun, au sein du groupe de travail, a plutôt envie de travailler sur tel sujet, tel projet. Moi, j'ai plus envie, ça me tient plus à cœur, j'ai plein d'idées sur celui-là. Donc, voilà, je propose de prendre en charge telle chose. Donc, des situations nouvelles qui sont créées, puisque avant qu'une personne en parle, avant que Clément en parle, il n'y avait rien. Et là, il y a tout un groupe de travail. Il y a 20 personnes qui travaillent activement et 700, si je me souviens bien, dans le groupe. 10 personnes à l'AFD et 350 dans le groupe. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, c'est proportionnel. Je n'avais pas vu, mais voilà, donc ça vous donne une... C'est pas statistique, mais peut-être que ça vous donne un ordre d'idée pour vous dans l'organisation dans laquelle vous êtes. Et puis, en continuant les flèches et avec ces groupes de travail qui vont travailler sur les sujets qui leur tiennent à cœur, avec les idées, les envies, les élans, les énergies qu'ils ont, et puis le soutien que vous nous avez tous les deux, Frédéric et Clément, partagé, qui s'est créé de manière naturelle, le tiens, je reprends la main, je m'occupe de ça, t'en fais pas, c'est bon, c'est mon tour, j'y vais. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, il y a les effets sur les êtres humains et la planète, parce qu'une organisation entière qui change, ça a des impacts sur toutes les personnes qui la composent, tout l'écosystème de l'organisation et plus largement sur la planète. Et qu'en fait, c'est ça dont il s'agit et c'est ça dont il est question. Et c'est ça dont il a été question pour Clément et Frédéric qui viennent de témoigner là, et puis et je vais arrêter de partager mon écran pour que nous puissions nous voir mieux tous ensemble. C'est ça dont il est question pour vous aujourd'hui, en fait. J'y vais pas, j'ose pas, je me lance pas. C'est ça dont il a été question pour ceux qui vous ont précédés dans ces groupes de travail, là, dans ces webinaires, et qui nous ont tenus au courant de leurs avancées, des groupes qu'ils ont créés, des premières actions qui ont été mises en place, de tout ce qu'ils ont commencé à constituer. C'est vraiment ça dont il est question. Et c'est pour ça qu'au départ de cette réunion, avec Caroline, nous vous avons proposé le non-jugement. Pourquoi le non-jugement? Parce que ce n'est pas facile, en fait, le chemin là, que vous avez envie, parce que votre élan du cœur, il est là, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Et il n'est pas forcément facile. Il y a des moments où ça va être hyper facile de commencer à en parler autour de vous, la première personne. Alors, pour vous aider aussi, sachez qu'a priori, statistiquement, il y a au moins une personne sur deux dans l'organisation dans laquelle vous êtes qui a envie d'agir et qui ne sait pas, et qui n'ose pas, et qui donc n'en parle pas. Mais statistiquement, les statistiques les plus basses disent une personne sur deux. Donc le risque, en parlant autour de vous, il est nul. Pourquoi? D'abord parce que vous avez une chance sur deux d'avoir quelqu'un en face de vous qui va être tellement heureux de pouvoir enfin en parler, de pouvoir commencer à avancer avec vous. Et puis le risque, il est complètement nul parce que ce que vous pouvez faire très facilement, c'est commencer en parlant de vous et en disant, tu sais, ou vous savez, si vous connaissez la personne, je ne sais pas, dans votre organisation, si on se tutoie ou si on se vous voit. Et vous pouvez aussi le faire avec des gens que vous ne connaissez pas forcément dans votre organisation. De dire, moi, j'ai envie de... Tiens, j'ai entendu ce matin à la radio, il parlait de la nouvelle canicule, la nouvelle sécheresse. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose, en fait. J'aimerais vraiment que nous allions plus loin là où nous sommes, dans cette organisation-là. Et à partir du moment où vous partez de vous, où vous parlez de vous, vous ne pouvez pas avoir de réaction négative en face. Au pire, ce qui se passe, c'est que la personne, ça ne l'intéresse pas. Elle va dire « Ok », puis elle va passer à autre chose. Et puis ce qui risque c'est pas un risque d'ailleurs, mais ce qui très probablement va se passer, au contraire, c'est que vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui aura simplement, d'un seul coup, une énorme bouffée d'oxygène, parce que ça y est, elle va ne plus se sentir toute seule, cette personne. Et déjà là, vous êtes deux. À partir du moment où vous en parlez, vous êtes deux. Donc le non-jugement, pourquoi ?
Parce qu'à la seconde où vous jugez en vous disant que vous ne pourrez pas y arriver, que ce n'est pas possible, que c'est trop difficile, que de toute façon, au poste où vous êtes, vous ne pouvez pas faire changer les choses, ah ben c'est sûr, vous ne pouvez pas. Parce que dans ce cas-là, vous n'allez pas parler. Donc, lâchez le jugement sur vous-même et sur votre capacité à faire bouger les choses. Vous avez là 2 personnes avec des parcours très différents dans 2 entreprises différentes qui viennent de vous démontrer que c'était possible. Donc, le non-jugement sur vous et le non-jugement sur la personne en face de vous. Parce que si vous préjugez qu'elle ne peut pas entendre, qu'elle va réagir négativement, ben dans la manière dont vous allez parler des choses, vraisemblablement, ça va créer quelque chose. Quand nous abordons un sujet en ayant peur, ça ne donne pas très confiance à la personne en face pour en parler aussi. D'autant plus sur un sujet qui n'est pas un sujet simple. Si vous préjugez qu'elle ne pourra pas vous entendre, vraisemblablement, vous allez le dire d'une manière qui va être plutôt cassante, accusatrice, parce que c'est de votre peur en fait que ça va partir. Et ça ne va pas aider la personne en face de vous à vous dire oui, j'ai envie. Donc vraiment, vous faire le cadeau de lâcher le jugement sur vous-même et sur la personne en face de vous pour lancer cet échange de départ et faire ce premier pas vers ce qui vous tient à cœur et ce qui vous fait envie, parce qu'encore une fois, vous ne seriez pas là ce soir si vous n'aviez pas envie de contribuer à faire évoluer les choses ou à accélérer l'évolution et la prise en compte par votre organisation des enjeux globaux. Alors, ce que nous allons vous proposer maintenant, ce que je vais plutôt vous proposer, parce que Caroline, comme tu n'as plus accès, donc nous allons vous répartir en sous-groupes pour que vous puissiez travailler en sous-groupe sur vos enjeux respectifs et surtout ce que vous avez envie de créer. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le chat, nous allons vous proposer de... J'ai un peu de mal à tout faire en même temps, donc voilà. Non, hop. Dans le chat, voilà. Vous allez, en cliquant sur le lien, vous avez un document qui apparaît dans le chat. En cliquant dessus, vous allez tomber sur un document de partage qui va vous permettre de pouvoir écrire la substantifique moelle de vos échanges au sein de votre groupe. Et donc, la question, le sujet sur lequel nous vous proposons de travailler pour ce premier temps de travail, où nous allons vous proposer de vraiment vous passer la parole successivement, en privilégiant bien entendu l'écoute, la synthèse, dans un esprit d'ouverture et avec le non-jugement. Nous allons vous proposer de travailler sur le sujet qui donc apparaît dans ce document, qui est dans votre environnement professionnel, de prendre un temps pour ressentir où sont les possibilités d'agir. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer ? À quoi, au fond, et vraiment en ouvrant le plus largement possible, là il est vraiment question d'ouvrir. Clément vous disait que leur envie au départ dans leur groupe de travail, c'était vraiment de faire changer la stratégie d'Engie. Donc, si tout était possible, comment est-ce que vous voudriez que votre entreprise évolue ? Et donc, vous allez être en petits groupes, ce qui va vous permettre de travailler vraiment en profondeur pour voir, voilà, pour chacun d'entre vous, là où vous en êtes, là où vous êtes, qu'est-ce que vous voudriez, à quoi est-ce que vous voudriez contribuer, qu'est-ce que vous auriez envie de créer. Et donc, l'un d'entre vous dans le groupe puisse prendre des notes pour vraiment mettre la synthèse de vos échanges. Frédéric et Clément, vous êtes, si vous avez envie de rejoindre un groupe pour travailler avec eux, c'est avec plaisir. Vous allez travailler ensemble pendant 15 minutes et les séances ne sont pas enregistrées, donc vous pouvez remettre vos micros, allumer vos caméras pour pouvoir échanger ensemble. Et donc sur si tout était possible, à quoi est-ce que vous auriez envie de contribuer. Nous vous proposons aussi, parce que ce temps est réduit, donc voilà, vous avez vos prénoms et ce n'est pas la peine de présenter tout votre parcours. Vous pourrez échanger par la suite si vous le désirez, si vous avez envie d'aller plus loin, mais vraiment consacrer ce temps à avancer ensemble.
C'est parti. Donc, On a en été termes coupé. rapide de débriefing, on vous suggère de remplir dans la conversation du Zoom, de mettre de quoi vous vous êtes aperçu dans vos échanges, quelles ont été vos prises de conscience dans cet échange-là. En quelques mots, voilà, comme ça. Parce que là, l'idée, en fait, c'est que nous profitions de ce court temps en sous-groupe, en groupe, pardon, tous ensemble, pour que vous, voilà, avoir la substantifique moelle de vos échanges. Donc, quelles ont été vos prises de conscience pendant ce temps d'échange? D'accord, qu'une entreprise industrielle peut être très en avance grâce à un top management moteur. C'est intéressant. Donc, on touche là le rôle aidant, facilitant, j'ai envie de dire, du top management. Est-ce qu'il y a eu d'autres prises de conscience à travers les exemples que vous avez échangés ensemble? Ah, c'est bien. Alors, non, mais c'est intéressant parce qu'une directrice RSE qui n'a rien lâché depuis 10 ans, bah, bravo à elle déjà, on la félicite. Et c'est important, c'est bien de parler aussi de la RSE parce qu'on trouve que bah, c'est aussi bien de les impliquer évidemment dans les démarches. Hein, quand Essentiel même. il y a les directeurs RSE, c'est leur responsabilité. Ils sont souvent ravis que des collectifs ou des groupes se forment dans l'entreprise qui peuvent être leurs ambassadeurs pour les aider à agir plus rapidement, plus concrètement. Donc ça, c'est très intéressant. Nous avons été contactés d'ailleurs par un certain nombre de responsables Oui. RSE qui nous disent mais aidez-moi. Oui, exactement. Et voilà, et mobiliser les gens dans mon entreprise. Mais j'ai besoin de connaître les gens dans mon entreprise qui ont envie de bouger qui ont aussi une vraie prise de conscience sur des sujets primordiaux. Pas eu le temps de lire. Concernant les émissions carbone de la part d'acteurs majeurs. Bien. Et proposer des ateliers de sensibilisation, ateliers d'automne, phrases du numérique, animation de groupe. Oui, très bien. Pardon. Un système d'entraide. Faire en sorte de passer vers de l'éco-responsabilité ensemble et de manière joyeuse. Mais oui, c'est exactement ça. Exactement. Ouais, c'est très bien. Stratégie bas carbone plus biodiversité. Oui, c'est un sujet très important. Mettre en place une boîte à idées numérique pour favoriser des bonnes idées de décarbonation. Tout à fait. Alors, ce que nous allons vous proposer maintenant, et dès que vous serez partis, je vais rouvrir ma boîte mail et comme ça, j'autoriserai tous ceux d'entre vous qui m'avaient demandé l'accès à pouvoir corriger le document. Vous allez de nouveau repartir en sous-groupe et puisque vous l'avez compris, tout part d'une prise de conscience, mais en fait, je peux faire bouger les choses. D'abord, j'ai envie et puis je peux faire bouger les choses. Donc, je décide d'y aller et c'est ça qui crée le résultat avec la grande ampleur de résultats que vous avez vus. Donc là, la question que nous allons vous proposer et vous inviter à explorer ensemble est quels sont les repositionnements, notamment dans mon savoir-être, que j'ai besoin de faire pour avancer dans ce projet de transformation dans lequel j'ai envie de me lancer ou dans lequel je suis et où j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc, qu'est-ce que je dois dépasser pour passer à l'action ou accélérer, amplifier? Et donc, vous allez repartir en sous-groupe pour le même temps, pour échanger là-dessus. Et puis, assez rapidement, vous allez recevoir l'autorisation d'écrire, là aussi, la synthèse de vos échanges dans le document de partage. Donc, c'est parti. Alors, nous vous proposons maintenant, et comme nous ne sommes pas très nombreux, c'est pas sans le chat, mais si vous avez envie de partager votre prise de conscience principale pendant ce deuxième temps d'échange ensemble sur de quoi est-ce que vous auriez besoin pour aller un cran plus loin. Alors, juste pour info, nous, je viens de vérifier, on avait bien accès à l'écriture, mais en fait, on était tellement passionnés dans notre groupe de reprendre la conversation qu'on avait juste avant, qu'en fait, je m'aperçois qu'on n'a absolument rien écrit. J'ai vu. Je suis désolé. Nous nous sommes doutés, comme en plus vous êtes revenu à la dernière seconde, nous nous sommes doutés que vous étiez tellement dans le feu de l'action. C'était passionnant de confronter trois univers très différents et trois expériences différentes. Donc, vraiment, voilà. Donc, je ne sais pas si on peut répondre à la question d'une manière ou d'une autre. Si, Sophie nous dit,
Ne pas se décourager, nous sommes dans une période de transition, oui. Oui, voilà, exactement. Tout à fait, c'est très très juste. Et se dire qu'effectivement, il ne faut pas être trop exigeant et qu'on n'arrivera pas à passer à des plans d'action, à des business plans zéro carbone du jour au lendemain, qu'on n'est pas capable et qu'on ne cherche pas à être les plus purs possibles pour donner le moindre conseil, exemple aux autres. Avancer pas à pas et c'est comme ça qu'on arrivera en fait progressivement à avoir un minimum d'impact, je pense. Vaincre sa timidité et trouver du temps, oui. Oui, oser, hein, comme on disait tout à l'heure. Passer à l'action en montrant l'exemple, partager des chiffres pour montrer que financièrement, ça a aussi un intérêt. Oui, tout à fait. Oui. Ne pas hésiter, hésiter pardon, à utiliser la carotte financière quand c'est possible. Bien sûr, c'est le « et », hein. C'est pas toujours le cas, mais quand il y a, oui. Ah oui, rappeler aux entreprises que les jeunes talents, je n'ai pas la fin, mais j'imagine, sont sensibles aux actions éco-responsables des entreprises. Alors et moi, je dirais juste, et ça fait écho à quelque chose que j'ai pensé beaucoup de fois, Frédéric, quand tu partageais. Tu disais, voilà, mais les vieux talents aussi. Tout à fait, Sophie, j'allais dire, les talents tout court, en fait. Et Frédéric, pendant ton partage, tu disais beaucoup des petites actions, des petites choses. Oui, mais ensemble, c'est très grand. Et donc, moi, je vous invite aussi, bien entendu, être généreux avec vous-même et vous dire, si je me fixe de tout transformer en 3 semaines et d'avoir fait faire ça à l'entreprise, c'est évident que ce sera compliqué, voire impossible. Maintenant, autorisez-vous à voir grand parce que nous sommes parfaitement, nous pouvons créer... Ah pardon, Sophie est déjà partie d'ailleurs, je crois, donc au revoir Sophie. Et donc, autorisez-vous à voir grand tout en étant généreux avec vous et regardez, tu disais Frédéric, regardez le chemin parcouru, vous nourrir du chemin parcouru avant de vous plonger dans celui qui reste à parcourir, mais voir grand et oser grand et y aller grand parce que c'est ça qui permet aussi, et donc et tout le monde est intéressé et a envie. Alors, je vous propose maintenant, et puis après nous aurons un temps d'échange avec tous ensemble, et puis avec Sophie nous dit aussi sensibiliser les représentants salariés au conseil d'administration. Tout à fait. Roxane, bonne soirée. Roxane doit nous quitter. Merci à vous et à très bientôt alors. Hein. Avec plaisir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Je vous propose en fait de prendre quelques minutes individuellement pour, sur la base de tout ce que vous avez vu ce soir, vous dire, voilà, concrètement, comment est-ce que moi, là où je suis, j'agis pour mon repositionnement et sur ce projet qui me tient à cœur, sur lequel vous avez commencé, quel qu'il soit votre projet, ou que vous ayez envie de faire avancer les choses. Et quelle sera votre première action demain matin? Et donc, quelques petites questions. Vous avez tout dans le document pour vous aider aussi. C'est quelles sont les personnes ressources? C'est comme ça que nous avons appelé les personnes que, notamment Clément vous a dit, mais des alliés. C'était le mot de Clément, c'était des alliés. Donc, les personnes ressources, en fait, celles qui ont envie, qui sont ouvertes et qui vont pouvoir vous aider. Donc, quelles sont les personnes ressources autour de vous, les plus ouvertes, celles sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour vous aider? Quels sont dans votre organisation les projets qui se prêtent le plus pour expérimenter et amorcer le changement que vous souhaitez? Donc voilà, en vous aidant de ces questions-là, concrètement, comment est-ce que j'agis pour mon repositionnement et sur le projet que j'ai envie de déployer ou de faire aller plus vite et plus loin? Et quelle sera votre première action demain matin? Alors, il y a déjà des premiers partages dans le chat. Je vous propose d'attendre un petit peu pour les partager pour que chacun puisse prendre encore 1 minute de réflexion personnelle. Alors, Gilda ou Gildas, encore une fois, tu m'as dit que je pouvais le prononcer comme je voulais, mais je pense que il y a certainement une prononciation que tu préfères. Si tu veux lire toi-même ou ce que tu nous as proposé dans le chat, étant donné que
Oui, Oui. parce qu'il y a des cadres qui sont déjà posés depuis plusieurs années, et notamment les objectifs de développement durable de l'ONU, et du coup qui donnent aussi des critères et des indicateurs au niveau mondial, mais qui peuvent être déclinés dans chaque thématique, hein, donc les 17 objectifs. Et tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait une relation en fait importante avec la démarche RSE des entreprises ou RSO pour les organismes. Et du coup, c'est bien de mettre tout ça en parallèle, quoi. Voilà. Bon, alors, c'est pas le truc que je mettrai tout de suite demain Non, mais en direct, mais c'est c'est la le. vision. Voilà, tout à fait. Sachant qu'il reste 10 ans pour les 17 ODD, et je trouve que ça avance pas assez vite. Oui, mais en même temps, plus nous serons nombreux à nous lancer et à avoir des visions comme celle que tu viens de partager et à avancer pour qu'elles se concrétisent, plus l'accélération aura lieu. Donc oui, tu as raison. Mais maintenant, on va voir. Sophie, tu veux... Pardon, je vous ai tutoyé. Je pars du principe que c'est OK, que ça vous va bien, que ça vous a pas Oui, exclu. oui, pas de souci, pas de souci. Oui, bah, moi, en fait, j'ai mené une action récemment et je vais essayer de la poursuivre. C'est-à-dire faire effectivement découvrir à la direction des achats de nouveaux acteurs avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler, mais qui sont tout à fait crédibles et qui sont souvent en avance, qui en plus évitent d'avoir des problèmes parce qu'ils ont une vision plus partenariale des choses. Donc, ils essaient sur le terrain, ils n'arrivent pas gros sabots, mais ils essaient d'avoir l'assentiment, d'insuffler des projets qui vont être acceptés sur le terrain. Voilà, en tout cas, parce que les grands groupes ont tendance quand même beaucoup à travailler avec d'autres grands groupes. Et donc, il faut essayer de casser ça. Et Super. il y a des marchés suffisamment importants pour que des acteurs de l'ESS trouvent leur place et les aider eux à grandir et aussi. Donc, c'est vertueux. Bravo, Voilà. super. Ça va être deux belles choses là. Bon, et puis je ne sais pas si pour les autres, vous le gardez pour vous ou si vous voulez le partager. Ah si, ça y est, super. Alors, Bérangère, tu veux nous partager ton... Oui, pourquoi pas. C'est un peu vague parce que je suis pas dans une situation professionnelle très très spécifique, mais de ce que j'écoutais de la discussion, ça me faisait vraiment penser, y compris à titre personnel, je pense qu'on le vit tous, euh, d'anticiper parfois un peu les points sensibles, les points de blocage et de faire son maximum pour les contourner, passer tranquille, les éviter et éviter de créer des résistances quand on sait qu'il y a des points qui vont être des points de résistance. Comment on fait pour contourner, trouver des succès sur d'autres étapes, travailler sur les déchets par exemple, si on sait que la mobilité c'est compliqué, trouver des alliés, trouver des façons très positives d'approcher les choses et essayer le plus possible, anticiper le plus possible les résistances, les conflits, etc. Parce qu'on va tous y perdre beaucoup d'énergie pour pas forcément grand chose. Donc c'était plus de réfléchir à une stratégie, ce que nous ouais, appelons à une stratégie de des alliés. réussite, à une stratégie de réussite en fait. Aller là où il y a le plus d'ouverture, vous appuyez sur les personnes pour créer des choses positives et porteuses sur lesquelles vous appuyez pour ensuite aller... Ce qui n'est pas facile parce qu'on a parfois tendance à aller tête baissée parce qu'on voit un problème et qu'on y va un peu vite et on s'épuise, donc ça va faire ça. Et collectivement, en fait, au-delà de... Dans une organisation a besoin qu'il y ait des succès collectifs. Donc commencer par ça, c'est le et, ça n'empêche pas en parallèle de travailler sur des choses de plus longue haleine avec plus d'impact, hein, mais ne pas oublier l'importance de ces moments qui soudent, de se dire ça nous paraissait compliqué et en fait c'est possible et donc nous abordons l'étape d'après d'une autre manière. Alors, je vous propose maintenant, si vous avez des questions pour Frédéric, Clément, c'est le moment. Alors, Clément on s'excuse, il nous entend, mais sa caméra a lâché tout à l'heure. Donc, Clément, d'ailleurs, je dis ça, mais tu es toujours là? Oui, mais effectivement, ma caméra a lâché. J'ai plus de caméra. C'est grave. Donc, allumez vos micros hein, si vous avez des questions, surtout. C'est le moment. Oui, moi j'ai une question en fait, que ce soit Clément ou Frédéric, on se retrouve dans le cas de figure quand même de deux grandes structures.
Et du coup, je voulais savoir un peu, finalement, à l'échelle de groupes plus petits, finalement, d'entités d'ATD ou d'Engie plus locales, est-ce qu'il a été mis en place des processus de communication non violente et ou de systèmes de principes de sociocratie pour les réunions, ce genre de choses? Tu veux commencer, Frédéric? Moi, je veux bien. Enfin, de notre côté, en fait, on n'a pas. Donc, tout ce qui est dans notre domaine d'intervention, on est beaucoup plus sur, effectivement, sur la gouvernance. On est plus sur. Nous, on n'assiste pas réellement de petits groupes. Nous, on va être dans nos actions, on va être beaucoup plus sur des actions directement vis-à-vis des États, vis-à-vis des grosses entreprises nationales. Donc, on n'a pas trop ce domaine d'intervention. Ensuite, en interne, on va plus essayer de développer effectivement dans le cadre de la formation interne, tout ce qui va être communication non violente ou avoir un maximum d'embauche avec une représentativité un petit peu beaucoup plus vaste en fait de l'ensemble des employants avec qui on intervient, parce qu'en fait on a fortement cherché à employer des gens provenant des différents pays d'intervention, mais effectivement on n'a pas vraiment beaucoup de choses. Par contre, ce qu'on a, c'est on a de plus en plus des agences qui à leur petit niveau, hein, parce que les agences en moyenne elles tournent autour de 6-8 employés dans les différents pays. Et ben, on a de plus en plus d'agences qui se lancent elles-mêmes, qui se prennent en main vraiment sur tout ce qui va être gestion des déchets, gestion des déplacements, où elles vont prendre en main leur petit destin, surtout souvent même malgré tout dans des pays où effectivement la conscience écologique est très, très légère, parce qu'effectivement les pays en développement, que ce soit dans les pays subsahariens, des choses comme ça, c'est assez difficile d'aborder ces sujets-là. Donc on essaye je sais que certaines agences se prennent par la main et se lancent elles-mêmes sur des améliorations de leur empreinte locale pour essayer d'être un petit peu inspirant vis-à-vis des autres. Mais effectivement, c'est très très léger, de notre côté en tout cas. Clément? Côté NJ, alors, il y a deux niveaux à la question. Un premier qui est un peu un pas de côté d'abord. On a fait un groupe de travail, on a lancé un groupe de travail sur la sobriété énergétique. Et en fait, en lançant ce groupe de travail, on a pas mal de communautés qui sont manifestées auprès de nous en disant, bah, nous, au niveau très local, on fait déjà des choses. Et en fait, NJ était séparé en une vingtaine de filiales. Et donc, il y avait déjà certaines filiales qui avaient certains groupes de travail. On a aussi joué ce rôle de coordinateur de groupe de travail pour être encore plus visible et plus impactant. Sur les sujets CNV et sociocratie, alors, au niveau des groupes de travail entre collaborateurs de façon bénévole, comme on faisait pour la sobriété, typiquement les sujets de CNV ou de bienveillance sont absolument intrinsèques au fait de pouvoir pérenniser un tel groupe de travail, parce que sinon ça ne marche juste absolument pas. Donc on a de fait intégré des sujets de CNV et de bienveillance. Sociocratie, alors je ne connais pas exactement tous les critères pour être considéré comme avoir un système d'organisation de façon sociocrate, je ne sais pas comment on dit ce mot-là. Mais on était quand même sur un modèle extrêmement horizontal et moi j'avais récupéré tous les modèles de gouvernance associative que je connaissais. Donc très, très horizontal, pas de chef de projet, le moins, pas de directeur de projet, on va dire, donc pas de décision unilatérale. Par contre, il y avait quand même une notion de coordination de projet et toutes les décisions se faisaient à minimum par consentement, sinon par consensus. Après, de façon plus globale dans l'entreprise, il y a eu des expériences de gouvernance partagée, comment ça s'appelle là? L'holocratie aussi, dans une des BU, Dolacratie, pardon. Donc, dans une des filiales du groupe qui faisait 3000 personnes et qui a un peu fonctionné. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus trop parce que ça n'a pas totalement réussi. Mais c'est le seul endroit dans l'entreprise où il y a eu des tentatives, en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Bérangère vous demande comment éviter de créer une hiérarchie, donc une compétition entre les causes et les objectifs des ODD.
C'est-à-dire l'objectif net zéro 2030, mais rien sur la biodiversité ou le procurement éthique. Est-ce que collecter l'avis de beaucoup de parties prenantes aide à déterminer les priorités? Messieurs, il y a plein de questions dans la question. Ouais. De notre côté, en fait, effectivement, comme l'ensemble de nos projets qu'on finance sont évalués suivant les différents critères ODD. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout un ensemble d'objectifs qui sont fixés en l'occurrence, par le gouvernement, à travers le CICID, c'est le comité interministériel de coopération et développement international, où on va avoir notre chiffre d'affaires est décidé lors de ce CICID. On a un objectif de chiffre d'affaires et à chaque fois, on doit aussi décliner tout un ensemble, on doit atteindre tout un ensemble d'objectifs. Donc, par exemple, effectivement, avoir ce que je disais tout à l'heure déjà, uniquement des projets qui ont un impact au minimum nul sur le climat. On va avoir tout un ensemble de projets où on va devoir avoir traité uniquement dans les zones post-conflit. On va devoir avoir uniquement des projets qui vont avoir un aspect genre. Évidemment, on ne peut pas avoir de projets genrés. On va avoir tout un ensemble, quasiment chaque projet va avoir sa déclinaison en fonction des ODD. Ce qui fait que ce qui nous drive, nous, c'est beaucoup plus justement les objectifs que nous posent nos ministères de tutelle, qui sont les ministères des Affaires étrangères et le ministère du Budget, Bercy. Ce qui fait que c'est eux qui vont nous faire atteindre ces différents objectifs. C'est assez... Il n'y a pas réellement de compétition. Par contre, effectivement, il faut admettre que parfois, les choses sont un petit peu tirées par les cheveux pour réussir à atteindre les objectifs que le gouvernement nous donne. Ça, c'est un fait. Il faut l'admettre. On arrive quand même à atteindre tout ça chaque année. Bon, j'ai envie de dire jusqu'à présent. 2020, on a réussi quoi qu'il arrive parce qu'on était bien sur une bonne lancée. 2021, logiquement, on devrait, d'après mes dernières informations, on devrait réussir à atteindre tous les objectifs d'engagement, de signature et de versement et l'ensemble des domaines. Par contre, on se pose vraiment énormément de questions sur 2022 où effectivement, on va devoir... Nous, on essaie de promouvoir à chaque fois dans les différents pays des projets qui vont nous permettre de cocher certaines cases. Donc, c'est comme ça qu'on va faire et c'est par une mobilisation permanente sur le terrain de toutes les équipes, avec chaque fois d'avoir bien en tête les objectifs qu'on est censé atteindre, qu'on arrive à tenir ça. Mais on n'est pas du tout sur un objectif net zéro émission en 2030. On est à chaque fois sur des... On reste dans le développement durable, hein, en fait. C'est toute la question qui est de cette possibilité d'associer ces deux mots, développement et durable, et même ne serait-ce que dans les ODD. On a énormément de questions de philosophie à ce sujet-là, savoir si on doit pouvoir continuer à promouvoir le développement, est-ce qu'on doit commencer à se poser la question, effectivement, c'est difficile d'arriver dans des pays subsahariens et de prôner la frugalité, si vous voulez, en venant de Paris. Il faut être relativement honnête. Donc, c'est des choses où on essaye d'apporter des réponses, mais effectivement, nous, on reste un acteur majeur des ODD et on sait maintenir le lien développement durable. Et là, on revient sur ce que disait Sophie tout à l'heure, sur le côté, non, on n'est pas... on ne peut pas se permettre d'être trop exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. On avance, on sait que ce n'est pas parfait et on compte, on fait chacun on avance, même si effectivement, quelque part, ce n'est pas cohérent. Mais voilà, on avance de cette manière-là. Et effectivement, on a de par le fait, en fait, la structure, chaque projet est passé au crible d'un ensemble d'avis pas possible. Enfin, si je vous décrivais le cycle projet, chaque personne peut donner son avis avec à chaque fois évidemment des personnes qui ont plus le pouvoir de dire non qu'autre chose. Donc, pour réussir à atteindre les objectifs, c'est pas simple, mais on avance de cette manière-là. Mais oui, au final, pour répondre à la question, on collecte l'avis de beaucoup de parties, ça ralentit, mais au moins on a une adhésion et même si parfois on doit un peu fermer les yeux et avaler quelques couleuvres, au moins on avance et on coche les cases. Côté Angie, deux niveaux de réponse sur le groupe de travail en tant que tel. Il n'y a pas une question de hiérarchiser les ODD parce qu'en fait, il y avait un sujet, la sobriété énergétique, consommer moins ou changer les modes de consommation et les modes de vie pour réussir la transition. Et de toute façon, le consommer moins impacte derrière
tous les impacts planète possibles, enfin, sur la consommation de ressources, les émissions CO2 ou l'impact sur la biodiversité. À partir du moment où on arrive vraiment à consommer, on gère en fait tous ces sujets-là. Après, le prisme était la sobriété, focus, climat, et on a avancé là-dessus. Après, si je prends, parce que du coup, je suis à la direction RSE, donc on regarde ce sujet évidemment côté pour tout le groupe en tant que direction RSE. Et aujourd'hui, chez Engie, on priorise les objectifs les ODD en fonction d'une matrice de matérialité qui sont c'est quoi les priorités pour nos parties prenantes et où est-ce que nous, on a les impacts les plus importants. Et on croise les deux et ensuite, on priorise les ODD. Et aujourd'hui, on a 7 ODD prioritaires sur les 17. Je crois qu'il y en a 6 autres qui sont secondaires et le reste, on ne les voit pas. Bon, eh bien, merci Clément et Frédéric pour tous ces témoignages et ces échanges. Je voulais juste vous dire un mot sur les webinaires de suivi. Alors Bérengère, toi, tu as commencé par un webinaire de suivi, mais pour ceux et celles d'entre vous qui ne les connaîtraient pas, l'idée des prochains webinaires, c'est que vous puissiez arriver avec la difficulté, la problématique avec laquelle vous êtes là concrètement, là où vous en êtes dans votre trajet pour faire évoluer les choses et en fait, nous travaillons en intelligence collective pour trouver des réponses et des solutions. Et donc, c'est des moments d'échange en petits comités qui sont très riches, très porteurs. Et vous êtes sollicité à la fois pour partager là où vous avez besoin d'aide et puis pour contribuer et apporter de l'aide aux autres. Et donc, c'est très, très riche parce que ça permet de repartir avec beaucoup d'idées, même sur des sujets qui ne vous paraissaient pas forcément un point de difficulté, mais de vous dire, mais en fait, ça, pour nous, pour l'étape d'après ou celle de l'autre qui est en cours là, c'est super. Donc, n'hésitez pas à venir faire le plein d'idées et d'énergie parce que à chaque fois, les participants repartent avec un sourire jusqu'aux oreilles et beaucoup d'énergie. Et donc, ça fait du bien de voir qu'il est possible de faire avancer les choses et que ensemble, nous pouvons vraiment, ça part toujours de nous, bien sûr, vous l'avez compris, mais qu'ensemble, nous pouvons aller plus vite et plus loin. Donc, merci beaucoup pour ces échanges, votre présence, cette soirée passée ensemble, encore une fois, et un grand bravo à Frédéric et à Clément pour tout ce que vous avez. Surtout Clément. Ouais. Et un grand bravo à Sophie, Bérengère, Pascal et Gildas pour tout ce que vous avez déjà fait et tout ce que vous allez créer à partir de maintenant et tous les impacts hyper positifs. Et donc, bravo à vous et nous vous souhaitons une belle soirée et beaucoup de joie. Belle soirée à tous. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci encore à tous. Merci à très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.